Alors, chers élèves, la dernière fois, nous avons, toujours dans le chapitre 2, les facteurs édaphiques, c'est-à-dire les facteurs qui proviennent du sol. La dernière fois, nous avons parlé des caractéristiques physico-chimiques du sol, à savoir le pH, à savoir la rétention d'eau, etc. Alors aujourd'hui, on va parler du rôle des êtres vivants dans le sol. Alors, c'est le troisième paragraphe, rôle des êtres vivants dans l'évolution du sol. Alors, comme vous le savez déjà, le sol, c'est un milieu vivant qui est très riche en faune, c'est-à-dire les animaux, et en flore, c'est-à-dire des végétaux. Et d'ailleurs, on peut voir certains animaux à l'œil nu, sont des êtres macroscopiques, mais la majorité des êtres vivants sont microscopiques, sont des organismes microscopiques, c'est-à-dire invisibles à l'œil nu. Et on ne peut le voir que par la loupe ou au microscope. Alors c'est ce qu'on appelle la microfaune, c'est-à-dire les animaux microscopiques, et la microflore, c'est-à-dire les végétaux microscopiques. Et le sol, il est très riche en microfaune et en microflore. Alors commençons tout d'abord. La question tout d'abord qu'on se pose, le but de ce chapitre, c'est quels sont tout d'abord les types d'animaux et de végétaux qui vivent dans le sol et quel est leur effet, leur influence dans le sol, c'est-à-dire quel est le rôle qu'ils peuvent jouer dans l'évolution du sol. Tout d'abord, on va connaître ces animaux et végétaux, c'est-à-dire la microfaune et la microflore. Commençons par la microfaune du sol, c'est-à-dire les animaux microscopiques qui vivent dans le sol. Alors, les animaux microscopiques, pour les observer, pour les reconnaître et les voir, il faut tout d'abord les extraire du sol. Alors, comment on extrait ces animaux microscopiques du sol? Alors, on peut les extraire grâce à un appareil simple, voilà, qui s'appelle l'appareil de Berlez. L'appareil de Berlez. Alors, l'appareil de Berlez, vous avez un schéma qui résume le protocole de l'appareil de Berlez. Alors, c'est un entonnoir, voilà, un entonnoir, voilà, sur lequel on pose un tamis avec la litière, la surface du sol, voilà, et au-dessus, il y a une lampe lumineuse qui va donner de la lumière et la chaleur. Et en bas, il y a un récipient dans lequel on va mettre de l'alcool à peu près 70%. Alors, les animaux microscopiques qui vivent dans le sol vont fuir soit la lumière, soit la chaleur, et vont finir par tomber dans le récipient. Bien sûr, l'appareil de Berlez doit être placé dans un milieu obscur. Voilà, obscur. Et finalement, on va récupérer les animaux, les bestioles qui vont tomber dans l'alcool, et on va passer à l'observation microscopique. Voilà le système, voilà le mécanisme de l'appareil de Berlez. Alors, si on voit au microscope ou à la loupe ou au microscope, on peut voir juste à la loupe, beaucoup d'organismes, des animaux microscopiques, voilà, de différents types. Essentiellement, la microfaune, elle est constituée par les groupes suivants. Les annélides, c'est-à-dire les vers, comme le ver de terre, les nématodes, voilà, les vers. Les crustacés, comme le cloporte, voilà. Les arachnides, comme les acariens, voilà, on peut le voir ici, les acariens. Les insectes, comme les colomboles, voilà, les insectes, voilà. Et il y a aussi ce qu'on appelle les myriapodes, comme les mille pattes, par exemple, voilà, qui ont plusieurs paires de pattes. Donc voici les 5 groupes principaux qui constituent la microfaune des sols. Je répète, les annélides, les crustacés, les arachnides, voilà, et les insectes, comme les colomboles, et les myriapodes, comme les mille-pattes. Voilà. Maintenant, la microflore. Alors, la microflore, c'est-à-dire les végétaux, les microscopiques qui vivent dans le sol. Alors, la microflore, voilà, elle est
très très abondante par comparaison avec la microfaune. La microflore, elle est très très abondante. Voilà, les principaux groupes des microflores sont les bactéries, tout d'abord, les bactéries. Les bactéries, ce sont des êtres unicellulaires, voilà, des bacilles ou des coques. Les champignons, voilà, sous forme de mycélium, voilà, et les actinomycètes, qui sont également des bactéries, voilà, ayant des caractéristiques un peu spécifiques. Voilà, bactéries, champignons et actinomycètes. Alors maintenant, quel est le rôle que jouent les êtres vivants dans l'évolution du sol? Alors ce rôle, on peut le diviser en deux parties, c'est-à-dire deux actions. Il y a premièrement une action mécanique et une action chimique. Commençons par l'action mécanique des êtres vivants, soit végétaux, soit animaux. Alors commençons par les végétaux. Alors vous savez tous que les végétaux sont très liés au sol et grâce au système racinaire, aux racines. Voilà. Soit des plantes de grande taille ou là de petite taille. Alors commençons ici par les arbres. Alors les racines de toutes les plantes, les racines des plantes et surtout des arbres, jouent un rôle fondamental dans le maintien du sol. Tout d'abord, ils fragmentent les roches. C'est la roche-mère qui est l'origine du sol, parce que le sol provient de la fragmentation de la roche-mère. Donc, il contribue à la fragmentation de la roche-mère pour former le sol. Donc, il intervient dans la formation du sol. Deuxièmement, il facilite l'infiltration de l'eau à travers le sol. Alors, puisque la roche se fragmente, donc l'eau va pénétrer facilement dans la roche-mère et va contribuer à sa fragmentation et par la suite à la formation du sol. Il contribue à la formation du sol et puis il contribue également à la protection du sol contre l'érosion. C'est-à-dire que les racines des plantes maintiennent le sol dans sa place et comme ça, ils vont lutter contre l'érosion du sol. Aux animaux. Alors les animaux également jouent un rôle dans l'évolution des sols et surtout, notamment, on va se concentrer sur le rôle essentiel, primordial, que joue le ver de terre ou ce qu'on appelle les lombrics. Alors le ver de terre ou le lombric. Alors cet animal joue un rôle essentiel dans l'évolution des sols, c'est-à-dire il est très bénéfique pour le sol. Alors les vers de terre se déplacent dans le sol, qu'on voyait dans l'image ici, et se déplacent dans le sol, et par conséquent, ils vont creuser le sol. Hein؟ كمل التلفازة يكمل بورتابل ديالي لا واخا بلاتي نحيد نيت غنصلح واحد الكلمه درت قلت سو دي بلاش غنصلحها Alors, après le rôle des végétaux, on passe aux animaux et surtout, on va se concentrer sur le ver de terre ou les lombrics. Le ver de terre qu'on rencontre généralement à la surface des sols, alors il joue un rôle essentiel dans l'évolution des sols, c'est-à-dire ils sont très bénéfiques pour le sol. Premièrement, le ver de terre se déplace dans le sol et quand il se déplace, voilà, il creuse le sol et il laisse ce qu'on appelle des galeries. Alors ces galeries, c'est-à-dire ces vides, sont remplis soit par de l'eau, soit par l'air. Donc ça, c'est très bénéfique par rapport au sol. Voilà, donc ils permettent l'aération du sol en creusant des galeries. Ensuite, puisque les vers de terre descendent et remontent à la surface pour ramener
la matière organique. Donc, au cours de ce mouvement, voilà, ils vont réaliser ce qu'on appelle un brassage de la matière, c'est-à-dire ils vont mixer la matière, mélanger la matière organique qu'ils récupèrent du sol avec la matière minérale. Et ça, c'est très bénéfique par rapport au sol. Alors, le brassage de la matière organique avec la matière minérale. Ici, vous avez des images qui résument une expérience très facile. Voilà, vous. Là, nous avons un sol avec des horizons, des niveaux, ce qu'on appelle des horizons, voilà, différents, distingués par des couleurs différentes. Et début d'expérience, on voit bien les horizons. Et quand on place les vers de terre, après un certain temps, regardez ce qui se passe. Eh bien, tous les horizons sont mélangés. Bien, grâce à quoi? Grâce au mouvement, voilà, à la circulation, déplacement des vers de terre. Donc, ils vont mélanger la matière organique à la surface avec la matière minérale. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le brassage du sol par les vers de terre. Alors, après l'action mécanique des êtres vivants sur le sol, on passe maintenant à l'action chimique. L'action chimique des êtres vivants sur le sol. Alors, ce deuxième aspect d'action, d'influence des êtres vivants sur le sol, l'action chimique. Alors, l'action chimique des êtres vivants, voilà, se résume surtout dans ce qu'on appelle la synthèse de l'humus. Tout d'abord, la fabrication ou la synthèse de l'humus. L'humus. Alors, c'est quoi l'humus? L'humus, c'est l'ensemble des matières organiques décomposées. Il est de couleur brune et fertilise le sol. Voilà, il se forme à partir de la décomposition de la litière. Alors, tout d'abord, la litière. La litière, c'est l'ensemble des débris végétaux et animaux qui tombent sur le sol. Alors, tous les fragments qui proviennent des êtres vivants, le reste des êtres vivants, soit des cadavres d'animaux, soit les déchets, soit des feuilles mortes, des racines, etc., tout ce qui tombe sur le sol constitue ce qu'on appelle la litière. Alors, cette litière, elle est décomposée au fil du temps, elle est décomposée par les êtres vivants et va aboutir à la formation de ce qu'on appelle l'humus. Et va aboutir à la formation de ce qu'on appelle l'humus. L'humus, voilà, c'est une substance, c'est une matière organique décomposée, mais elle est très, très bénéfique pour le sol parce qu'il fertilise le sol, c'est-à-dire il va rendre le sol fertile. Tout d'abord, comment se fait la synthèse de l'humus? Alors, premièrement, il y a intervention des insectes. Les insectes, les myriapodes, vont fragmenter la litière. Ils vont se nourrir de la litière, ils vont la fragmenter. Fragmentation de la litière. Mais surtout, les vers de terre qui vont intervenir, voilà, et qui vont mélanger la matière organique avec la matière minérale. Voilà, comme nous venons de le voir. Alors, avant de le rejeter sous forme de ce qu'on appelle des turicules, c'est-à-dire les vers de terre vont avaler la matière organique qu'ils ramènent de la surface avec la matière minérale, et dans leur tube digestif, il y a un mélange intime, voilà, un mélange délicat de la matière minérale et de la matière organique. Et finalement, ils vont rejeter, c'est-à-dire les déchets, ce qu'on appelle les déjections des vers de terre, ils vont le rejeter sous forme de ce qu'on appelle les turicules. Voilà, ce sont les déjections des vers de terre, ce qu'on appelle les turicules. Alors, ces turicules contiennent de la matière organique mélangée avec la matière minérale. Bien, c'est grâce au rôle des lombriques ou des vers de terre. Ensuite, vont intervenir la microfaune, qui va intervenir, c'est-à-dire les champignons et les bactéries surtout, vont intervenir pour former ce qu'on appelle l'humus. Alors regardez bien, il y a tout d'abord, premièrement, la fragmentation de la litière. Deuxièmement, il y a intervention des champignons et des bactéries qui vont décomposer la matière organique pour former ce qu'on appelle l'humus. Alors l'humus
va s'associer, l'humus, voilà, les particules de l'humus vont s'associer avec des particules argileuses, de l'argile. Ils vont former ce qu'on appelle un complexe, c'est le complexe voilà, argilo-humique, le complexe argilo-humique. Ici, mentionner ce CAH, complexe argilo-humique. Voilà. C'est-à-dire des particules voilà, d'argile très microscopiques qui sont liées à l'acide humique, c'est-à-dire de l'humus, la matière organique décomposée. Voilà le complexe argile-humique. Donc le CH est constitué de l'association de particules d'argile, les aluminosilicates, silicates d'alumine, et d'humus liés entre eux grâce à l'action des ions calcium. Alors, regardez bien l'action du calcium ici, le rôle du calcium qui va servir de pont entre les particules voilà, humiques et argileuses pour former le complexe argilo-humique. Voilà. Donc, ça, c'est la synthèse de l'humus. Maintenant, quelle est l'importance du complexe argilo-humique? Eh bien, on va résumer, sous forme de note, on va résumer l'importance du complexe argilo-humique comme suit. Premièrement, le complexe argilo-humique, c'est-à-dire l'humus, il augmente la CRE du sol. La CRE, c'est-à-dire la capacité de rétention d'eau, dont on a parlé déjà dans la première partie. C'est-à-dire, plus le sol est riche en humus, plus il retient de l'eau. C'est-à-dire, sa capacité de rétention d'eau, CRE, elle va augmenter. Et ça, c'est un point très important, très bénéfique pour le sol. Deuxièmement, le complexe argilo-humique, il est chargé négativement. La surface, il a des charges négatives. Donc, il va se lier avec des éléments minéraux qui sont chargés positivement. Le calcium, l'ammonium, le potassium, voilà, le magnésium, etc. Donc, il va maintenir les ions, les éléments minéraux, il va les maintenir voilà, dans le sol. C'est-à-dire, il va pas, c'est-à-dire les éléments minéraux qui ont tendance à s'échapper et s'infiltrer vers la profondeur, eh bien, ils sont attachés au complexe argilo-humique. Et ces ions positifs vont également s'attacher ou se lier à des ions négatifs, comme les ions phosphates. Donc, voilà, il maintient les éléments minéraux, potassium, le phosphore, le magnésium, etc., le calcium, l'ammonium, ainsi de suite. Troisième point, l'humus, c'est une source alimentaire pour la microflore. Donc, la microflore se nourrit de l'humus. Donc, ça entraîne également, ça favorise la croissance, la multiplication de la microflore qui est très utile pour le sol. Ensuite, la couleur de l'humus. La couleur de l'humus, elle est sombre. C'est la couleur sombre, donc brun sombre. Donc, elle permet l'absorption de l'énergie solaire, surtout en hiver. C'est-à-dire les couleurs, nous savons très bien que les couleurs sombres, noir, brun, etc., elles absorbent fortement l'énergie lumineuse. Et ça, c'est très bénéfique pour le sol, parce qu'en hiver, il fait très froid, et donc un sol qui est riche en humus va profiter de l'énergie lumineuse, c'est-à-dire va bien absorber fortement l'énergie lumineuse. Et ça, c'est très bon pour le sol. Voilà les points essentiels, c'est-à-dire l'importance, qui résume l'importance de l'humus et du complexe argilo-humique pour le sol. Voilà. Après, voilà, premièrement, l'action chimique. Tout d'abord, la formation de l'humus. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle la minéralisation. La minéralisation, c'est-à-dire transformation de la matière organique en matière minérale. Alors, qui va faire ce travail? Ce sont les bactéries surtout qui vont transformer l'humus et la matière organique en matière minérale. Exemple, NH4, l'ammonium, CO2, N2, H2O, etc. Alors, c'est-à-dire les matières organiques sont transformées en matière minérale, ce qu'on appelle la minéralisation. Cette matière minérale, elle pourra être réutilisée de nouveau par les plantes comme source nutritive pour les plantes.
Donc il y a ce qu'on appelle un recyclage de la matière, comme le montre le schéma suivant. Alors regardez bien, vous avez les plantes à la surface, les plantes se nourrissent de la matière minérale, voilà, et synthétisent de la matière organique. Voilà. Après, c'est-à-dire les débris qui sont tous les débris qui sont morts, qui tombent sur le sol, constituent ce qu'on appelle la litière, soit d'origine animale, soit d'origine végétale. Alors, cette litière sera transformée en humus, ce qu'on appelle l'humification, transformation, synthèse de l'humus. Et l'humus, matière organique qui est décomposée, cet humus va suivre ce qu'on appelle une minéralisation, c'est-à-dire transformation de l'état organique à l'état minéral. C'est-à-dire elle va aboutir, ce processus chimique va aboutir à la formation de molécules et d'ions minéraux, voilà, CO2, H2O, NH4, ainsi de suite. Et ces éléments minéraux seront de nouveau réutilisés par la plante. Donc, finalement, il y a un cycle, ce qu'on appelle un cycle de la matière. Un cycle de la matière. Donc, grâce à la minéralisation, la microflore, surtout les bactéries, contribuent au recyclage de la matière. Après l'action, voilà, des êtres vivants sur le sol, voilà, nous avons parlé de l'action mécanique et de l'action chimique. Voilà. On passe maintenant à l'action de l'homme sur le sol. Alors, on va s'intéresser à l'action de l'homme sur le sol. Vous le savez très bien, eh bien, l'homme, voilà, exerce ou a une action sur le sol. Elle a une influence sur le sol. Alors, cette action, voilà, l'action de l'homme, elle peut être soit négative, soit positive. C'est-à-dire que l'homme peut agir d'une façon négative ou d'une façon positive sur le sol. Voilà. Alors, négative, l'action négative, c'est-à-dire que certaines activités de l'homme peuvent entraîner la dégradation des sols. Malheureusement, ça on le connaît très bien. Mais en revanche, il peut être également positif. L'homme peut intervenir d'une façon positive pour améliorer le sol, pour protéger le sol. C'est-à-dire que l'homme peut intervenir pour protéger le sol. Et ça, c'est un devoir de tout le monde. Alors, avant de clarifier l'action de l'homme sur le sol, commençons tout d'abord par les aspects de la dégradation du sol. Les aspects de la dégradation du sol. Alors, le sol est exposé à beaucoup de facteurs de dégradation, mais quels sont ces aspects, les principaux aspects de la dégradation du sol? Alors, premièrement, il y a ce qu'on appelle la désertification. La désertification. Alors, c'est quoi la désertification? C'est la transformation du sol en désert. C'est-à-dire que le sol, qui était recouvert ou couvert d'une couverture végétale, eh bien, il va perdre sa couverture végétale et va devenir un sol stérile, c'est-à-dire un désert. Donc, c'est la transformation du sol en désert, en perdant sa couverture végétale et sa biodiversité, c'est-à-dire il n'y aura plus d'animaux et de végétaux qui vivent dans le sol. Donc, la désertification, comme le montre cette image, elle est le résultat de quoi? Et donc, elle résulte de quoi? Elle résulte soit des facteurs qui sont naturels, soit des facteurs qui proviennent de l'homme. Alors, premièrement, voilà la sécheresse. Alors, le manque de pluie. La sécheresse, c'est un facteur naturel qui peut provoquer la désertification. La progression des dunes de sable, comme le cas que vit le Maroc au sud. Alors, les dunes de sable progressent vers le nord à cause du vent, voilà, et vont gagner des terrains qui sont fertiles, qui étaient recouverts par des végétaux. Alors, comme le montre l'image ici. Alors, ce sont des facteurs naturels. Mais il y a des facteurs qui proviennent de l'homme, notamment la déforestation, c'est-à-dire la destruction des forêts. Alors, la destruction des forêts, l'abattage des arbres, voilà, va faciliter la désertification. Ensuite, le surpâturage, c'est-à-dire les animaux, le bétail qui va détruire la couverture végétale également, peut entraîner également la désertification.
Voilà, comme le montre cette image. Deuxième aspect de la dégradation du sol, c'est l'érosion. L'érosion. Alors l'érosion, c'est quoi l'érosion? Comme le montre l'image, eh bien, le sol est exposé à l'érosion. C'est quoi l'érosion? C'est l'arrachement du sol et son transport vers les endroits les plus bas. Voilà, donc le sol il est arraché de sa place et il est ramené par de l'eau, par l'air, etc., les facteurs de l'érosion, et il va toujours vers les endroits les plus bas. Alors, l'érosion, voilà, comme nous le montre l'image, elle résulte, premièrement, de l'inclinaison de la surface du sol. C'est-à-dire que les surfaces qui sont géographiquement, les reliefs qui sont inclinés, sont très exposés à l'érosion. Ensuite, il y a les pluies diluviennes, les pluies intenses, le vent. Voilà, le vent également favorise, est un agent d'érosion. Ensuite, il y a la déforestation, c'est-à-dire, ça c'est une action qui provient de l'homme, c'est-à-dire l'abattage des arbres, la destruction des forêts. Ensuite, le surpâturage. Alors, tous ces éléments peuvent entraîner, soit naturels, soit proviennent de l'homme, peuvent entraîner l'érosion des sols. Troisième, disons, maladie ou aspect de dégradation du sol, c'est le lessivage. C'est-à-dire le lavage du sol. Alors, ça, c'est l'action intense de l'eau. Le lessivage, l'excès de l'eau entraîne l'humus, l'argile et les sels minéraux vers le bas, en profondeur. C'est-à-dire, lorsqu'il y a beaucoup d'eau, l'eau s'infiltre à travers le sol, il peut ramener avec lui soit l'humus, soit l'argile, soit les sels minéraux vers le bas. Donc, il y a formation des horizons, ce qu'on appelle un horizon lessivé. Regardez, ici, nous avons, voilà, et ça c'est la surface du sol. Nous avons la laitière, voilà, laitière, les fragments qui tombent, des êtres vivants qui s'accumulent sur le sol, c'est la laitière. Ensuite, nous avons l'horizon humique de l'humus, voilà, de l'humus. Et là, nous avons un horizon, l'horizon E, c'est un horizon qui est lessivé, c'est-à-dire à cause de la grande quantité de l'eau qui s'infiltre vers les profondeurs, eh bien, cet horizon, elle a perdu l'humus, elle a perdu les sels minéraux qui vont s'accumuler vers les horizons en bas. Donc, nous avons un horizon qui est lessivé. Donc, lessivé, c'est-à-dire qui est pauvre en sels minéraux, en argile, etc. Et par contre, en bas, nous avons un horizon d'accumulation. C'est-à-dire que ces éléments qui sont enlevés de l'horizon qui est lessivé vont s'accumuler et vont donner naissance à un horizon qui est d'accumulation, qui est toxique pour la plante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux horizons ne sont pas favorables, voilà, au développement des plantes. Voilà. Et là, nous avons la roche-mère dégradée et la roche-mère. Voilà. Alors, quel est maintenant le devoir de l'homme? Le devoir de l'homme, c'est d'agir dans le bon sens, c'est-à-dire le sens positif. C'est-à-dire, l'homme doit protéger et améliorer le sol. C'est la protection et l'amélioration des sols. Commençons par la protection des sols. Eh bien, le meilleur moyen de protéger le sol, c'est le reboisement, c'est-à-dire la plantation des arbres. Le reboisement et le maintien de la couverture végétale. Alors l'homme doit conserver la couverture végétale parce qu'elle est très bénéfique pour le sol. Voilà. Pourquoi? Parce que les racines des plantes maintiennent le sol et le protègent contre l'érosion, qu'on a déjà vu. La laitière, voilà, protège le sol contre le lessivage. La plantation des plantes adaptées à la sécheresse, comme le fait le Maroc au sud, va stabiliser les dunes de sable. Voilà, et va permettre la lutte contre la désertification. Voilà. Après la protection, l'homme peut également améliorer le sol. Comment il va améliorer le sol? Eh bien, soit par des techniques, soit par des moyens qui sont ajoutés au sol. Les techniques qui sont très connues, premièrement, alors l'homme peut améliorer la qualité du sol soit par le labour. Le labour, voilà, le labour, c'est une opération qui permet, premièrement, la fragmentation du sol, l'aération des sols,
le mélange de la matière organique avec la matière minérale qui va permettre la formation de l'humus, l'augmentation de la porosité du sol et l'infiltration d'eau à travers le sol. L'irrigation, voilà. Alors l'irrigation, elle permet de compenser le manque d'eau, soit en cas de période sèche, de retard des pluies. Et le meilleur système d'irrigation, c'est le système ou le moyen goutte à goutte. Alors le système goutte à goutte, c'est un moyen très très utile parce premièrement, il permet l'économie de l'eau. Deuxièmement, il empêche le lessivage du sol. Troisième technique, ce sont ce qu'on appelle les cycles agricoles ou la rotation culturelle, c'est-à-dire dans une même parcelle, d'un même terrain, c'est-à-dire que le cultivateur peut alterner les cultures. Par exemple, c'est une opération qui consiste à cultiver sur une parcelle des plantes différentes au fil des années. Exemple, une rotation culturelle de 4 ans sur une même parcelle. La première année, on va cultiver le blé. Deuxième année, on va changer, on va cultiver la fève. Troisième année, on va cultiver le maïs. Et la quatrième année, on va laisser le sol se reposer. Alors, cette alternance constitue un cycle culturel de 4 années. Toujours dans l'amélioration du sol, nous avons cité des techniques, le labour, l'irrigation, les cycles agricoles. Eh bien, il nous reste une dernière intervention, ce sont les engrais. C'est-à-dire les engrais, ce sont les substances qui sont ajoutées au sol pour compenser le manque. Par exemple, un sol qui est pauvre en potassium, on peut utiliser un engrais potassique pour compenser le manque en sels minéraux. Donc les engrais, tout d'abord, il y a 2 grandes catégories d'engrais. Il y a les engrais chimiques ou les engrais d'origine minérale, les engrais chimiques, et il y a les engrais organiques. Alors les engrais chimiques, ce sont principalement les engrais qui contiennent de l'azote, du phosphore ou le potassium. Donc des engrais azotés, phosphatés ou potassiques. Et les engrais organiques, ce sont par exemple le fumier, le reste, les déchets d'animaux qui est utilisé par les agriculteurs pour fertiliser le sol, ou il y a ce qu'on appelle également le compostage, le compost. Le compost, c'est la transformation des déchets organiques, après un traitement, qui va donner ce qu'on appelle le compost. Comme vous voyez, sa couleur, il est foncé, il est riche en humus et il fertilise le sol. Chers élèves, je vous remercie de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.